Bonjour à toutes et à tous. Vous aussi vous achetez tout le temps des livres, vous aussi vous culpabilisez parce que vous ne les lisez pas aussi vite que vous les achetez. Alors arrêtez de vous flageller et laissez-moi vous présenter tous mes achats de l'année 2022 et les 4 raisons pour lesquelles j'ai eu raison de les acheter. Depuis que j'ai découvert le monde de Booktube ou de Bookstagram, certainement comme vous, je passe mon temps à acheter des livres qui sont recommandés par les personnes que je suis, parce que, après tout, c'est quand même super de sortir de sa zone de confort et de découvrir de nouvelles choses. Donc le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie et que j'ai acheté cette année, il s'agit de Brothers de Yu Hua. Il s'agit d'un livre chinois en fait, c'est une saga visiblement, quand même assez longue puisqu'elle fait quasiment 1000 pages. Une saga qui se passe dans la Chine des années 60 et 70 qui suit deux simili-frères. Et j'en ai entendu dire beaucoup de bien, notamment par Nabolita que je suis, mais également par une amie qui me regarde et qui a beaucoup apprécié cette lecture, quoique elle l'a trouvée trop longue, en tout cas avec quelques longueurs. Donc je l'ai acheté en me disant que c'était pour moi l'occasion de découvrir la littérature chinoise. Je pense n'avoir jamais lu de livre écrit par un auteur chinois, peut-être à l'exception de La Joueuse de Go, mais c'est écrit en français il me semble. Et je suis assez avide actuellement de découvrir des littératures asiatiques. Vous verrez que dans ma sélection il y a aussi des romans japonais, mais en tout cas la littérature chinoise est assez inconnue pour moi. Mis à part Moyan, dont j'ai un livre dans ma pile à lire depuis très longtemps et que je n'ai toujours pas lu, donc je ne connais pas encore cet auteur. Mais voilà, je suis contente de sortir de ma zone de confort grâce à ce conseil et j'espère que j'apprécierai cette lecture, mais en tout cas, la perspective de suivre des personnages dans une époque cruciale de la Chine vraiment m'intéresse beaucoup. Ensuite, cette année, j'ai participé au Littératon gothique de Nabolita, encore elle, qui proposait de lire pendant le mois d'octobre et une partie du mois de novembre des livres en rapport avec la littérature gothique, donc j'en ai acheté quelques-uns que je ne connaissais pas. C'est le cas par exemple de Belle Fleur de Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates est une autrice américaine qui a écrit énormément de romans, de recueils de nouvelles, et ici il s'agit d'une trilogie. Si j'ai bien compris, c'est la première trilogie, enfin en tout cas c'est vraiment ce qui l'a fait connaître au grand public, et ça parle en fait de encore une saga familiale, c'est quelque chose que j'aime bien. Un grand roman gothique empreint de merveilleux, qui nous entraîne dans la pénombre des consciences d'une Amérique où les origines sociales et le poids de la lignée entravent toujours les destins individuels. Les Belles Fleurs vont exercer une influence déterminante sur l'État de New York tout au long du 19e siècle. Bon, j'ai envie de dire, là comme ça a l'air génial. Comme le littératon gothique est en train de se terminer, je n'aurai pas le temps de le lire dans ce cadre-là. Peut-être que je le réserve pour l'an prochain, si ce littératon a encore lieu. Peut-être que je le lirai à un autre moment, je sais pas. Ça a l'air assez mastoc, hein, c'est aussi quasiment 1000 pages. Mais bon, j'aime bien les gros livres, même s'ils m'intimident un petit peu, je dois le reconnaître. Et en tout cas, je suis contente de découvrir ça. Vous verrez que ça n'est pas le seul livre de Joyce Carol Oates dans ma pile. Donc j'espère que ça va me plaire. Un autre dont j'ai entendu parler sur Bookstagram, c'est La Dame du manoir de Whitefell Hall, d'Anne Brontë. On peut peut-être aussi le relier au genre gothique parce qu'il y a un manoir, une personne mystérieuse, etc. Donc voilà, ça peut peut-être rentrer dans le cadre d'un futur littératon gothique. En même temps, moi je souhaite actuellement développer ma connaissance des sœurs Brontë puisque j'ai déjà lu Jane Eyre de Charlotte et Les Hauts d'Hurlevent de Emily. J'ai jamais rien lu de la sœur la moins connue, Anne. Je n'ai rien lu de leur frère Branwell, je crois qu'il s'appelle. Mais en tout cas, j'avais envie de lire au moins un livre de chaque sœur. Et celui-ci avait été chaudement recommandé sur Instagram. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça sera l'occasion. Je pense pas le lire tout de suite parce que j'ai des projets à propos des sœurs Brontë, en tout cas d'une vidéo peut-être, mais voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais ça a l'air bien.
Ensuite, le dernier livre de cette catégorie, c'est Les Mystères du Dolph de Anne Radcliffe. Donc là, je triche un petit peu parce qu'en fait, c'est bien un achat de cette année que j'ai acheté parce que c'était la lecture commune du Littératon gothique de Nabolita. Mais en fait, je l'ai déjà lu à l'heure où je vous parle. Pourquoi est-ce que j'en parle dans cette vidéo? C'est parce qu'en fait, je n'en ai pas parlé dans une autre vidéo. Je vais bientôt le faire. Je voulais quand même mentionner ce livre que j'ai acheté. Qui est un grand classique de la littérature gothique. En tout cas, Anne Radcliffe, elle est souvent considérée comme la mère du gothique, même si évidemment il en existait déjà avant elle, mais elle l'a, je crois, un peu porté à la quintessence, en fait, le roman gothique, et beaucoup se sont inspirés d'elle. Voilà, soit se sont revendiqués d'elle ou bien se sont revendiqués contre elle. Donc je ne vous donne pas encore mon avis, je vous en parlerai probablement dans la prochaine vidéo, à voir. Dans cette catégorie, je vous présente des livres que j'avais envie d'acheter depuis longtemps, mais finalement j'avais résisté à la tentation jusqu'en 2022, et donc c'est en 2022 que je les ai finalement achetés. Le premier de cette catégorie est un roman français, donc c'est Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné. Laurent Mauvigné, c'est un auteur contemporain toulousain qui a écrit plusieurs romans, dont Continuer que j'ai présenté. C'était le premier livre que je présentais dans ma toute première vidéo, donc voilà, il y a un petit peu un petit attachement particulier pour moi envers ce livre et cet auteur. Et en fait, j'avais déjà acheté Histoire de la nuit avant de lire et de présenter Continuer, parce que j'ai une fâcheuse tendance, c'est à acheter plusieurs livres d'un même auteur avant même de l'avoir commencé. Donc aussi bien j'aurais pu, avec déjà 2 livres en ma possession, ne pas du tout apprécier Laurent Mauvigné, mais il se trouve que j'ai eu de la chance, j'ai bien aimé Continuer, et donc j'étais ravie d'avoir son livre suivant. Histoire de la nuit, ça n'est pas un recueil de nouvelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il s'agit plutôt d'une histoire. Visiblement, c'est entre le thriller et le huis clos familial. J'en ai entendu dire énormément de bien à sa sortie. Je crois qu'il a eu du succès. En même temps, j'ai eu l'impression qu'il était aussi un petit peu clivant. Donc j'espère que ça me plaira. Mais en tout cas, il m'a été chaudement recommandé par plusieurs personnes de mon entourage. C'est un livre beaucoup plus gros que n'était Continuer, qui était quand même tout petit. Mais je suis contente de le découvrir, et j'espère que je l'apprécierai au moins autant que le précédent. Ensuite, je vous présente également un autre auteur contemporain assez différent pour autant de Laurent Mauvigné. Il s'agit de Marc Duguin. Marc Duguin, c'est vraiment un de mes auteurs chouchous depuis extrêmement longtemps, puisque quand j'avais 16 ans, on m'a fait lire dans un cadre scolaire La malédiction d'Edgar, qui parlait de J. Edgar Hoover, qui était le directeur du FBI pendant les années McCarthyisme, Kennedy, etc. J'ai lu d'autres livres de cet auteur. Le plus connu, c'est La Chambre des officiers, c'est son tout premier roman qui parle des gueules cassées pendant la Première Guerre mondiale. J'ai également lu L'Insomnie des étoiles, mais qui m'avait pas trop plu. Et j'avais envie depuis très longtemps d'acheter celui-ci, c'est Avenue des géants, qui parle d'un personnage, en fait un psychopathe aux États-Unis. Alors j'avoue que le côté psychopathe me plaît pas du tout, parce que c'est pas trop mon truc, l'horreur, la violence, etc. Par contre, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est Marc Duguin regardant l'histoire de l'Amérique. Donc j'espère que voilà, j'espère que ça me plaira. Je l'ai récupéré en fait, on va dire dans une boîte à livres. J'espère que je vais pas être dégoûtée par la dimension horrifique. J'espère ne pas être déçue par cet auteur que j'aime énormément. Encore un roman français contemporain, c'est un auteur qui s'appelle Jean-Marie Blas de Robles. Il a écrit ici Là où les tigres sont chez eux, donc voilà, j'aime bien ces éditions Zulma, j'aime bien leur couverture. En général, c'est une littérature assez intéressante qu'il publie. Celui-ci, je crois, à sa sortie avait eu beaucoup de succès. Honnêtement, j'ai pas très bien compris de quoi ça parle, puisque le résumé n'est pas très explicite. Alors ça m'agace quand on comprend pas dans le résumé ce dont il s'agit. J'ai cru comprendre qu'il s'agit de l'histoire d'un missionnaire qui va au Brésil
donc c'est pas une histoire contemporaine. De ce que j'ai compris, je crois que c'est également assez érudit, je me demande s'il n'est pas question de musique. Voilà, je vois ce roman encyclopédique et mystificateur, truffé d'élucubrations farfelues et savantes, de tribulations picaresques, réjouit et fascine, c'est l'érudition au service du feuilleton universel, Umberto Eco revu par Indiana Jones chez Malcolm Lowry, avec un zeste d'African Queen et de Lévi-Strauss. Donc ça c'était la critique qu'en avait faite un critique littéraire, un journaliste littéraire. Donc ça a l'air assez haut en couleur. Moi j'aime bien quand c'est haut en couleur. J'aime bien aussi quand c'est érudit, mais érudit joyeux, on va dire érudit sympa. Donc voilà, j'espère que ça sera bien. En tout cas ça a l'air alléchant et j'avais envie de le lire depuis très longtemps. Ensuite un autre livre que j'avais envie de lire depuis longtemps et que j'ai acheté en fait en tout début d'année, c'est un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates. J'avais envie de lire ce livre depuis longtemps parce que il parle d'un sujet très difficile, c'est la question de l'avortement avec deux points de vue, donc le point de vue d'un médecin avorteur et le point de vue d'un terroriste fanatique qui lui est complètement contre l'avortement et si j'ai bien compris s'attaque à des cliniques qui pratiquent l'avortement aux États-Unis. Donc autant vous dire que c'est un sujet hyper joyeux. Donc je l'ai acheté peu de temps avant l'abrogation par la Cour suprême de l'arrêt Roe vs Wade, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc en fait j'ai vu beaucoup de gens le lire dans l'émotion en se disant waouh, il faut que je comprenne cette Amérique qui a un rapport complètement pathologique à l'avortement. Voilà, j'ai été tentée de le lire à ce moment-là dans le coup de l'émotion et je me suis dit non, écoute, il faut que tu le lises plutôt à tête reposée. Donc comme c'est un sujet difficile, j'appréhende un petit peu sa lecture. En même temps, il me donne tellement envie. En plus, je trouve que la couverture est assez belle. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir pourquoi cette Amérique a ce rapport si pathologique à la question de l'avortement. J'avoue que c'est une chose qui m'échappe un petit peu. Donc j'ai vraiment envie de comprendre et je crois que ça donne les deux points de vue et ça j'aime bien quand il y a deux points de vue différents. En plus, donc c'est l'autre Joyce Carol Oates de ma sélection. Alors Joyce Carol Oates, c'est un peu étrange le rapport que j'ai avec elle parce qu'il y a très longtemps, j'ai lu Mud Woman et je l'ai lu en anglais et en fait, honnêtement, je pense que c'était bien. Mais le niveau d'anglais était légèrement trop haut par rapport à moi. Donc en fait, j'avoue que j'ai terriblement peiné sur un livre que j'ai lu pendant 4 mois, donc c'était vraiment une torture, et à la fin j'ai craqué et j'ai lu les 100 dernières pages en français. Voilà, c'est une autrice finalement, je disais tout à l'heure, j'ai déjà acheté 2 bouquins d'elle alors que je la connais pas vraiment. J'ai déjà lu Mud Woman, mais je suis pas sûre de vraiment m'être fait une idée sur elle. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne, un livre de martyrs américains. J'ai hâte de le lire, même si je pense que ça va pas être facile comme lecture. Le suivant, c'est également un roman américain, Middlesex de Jeffrey Eugénide. Alors je sais pas du tout comment on prononce son nom, puisqu'il est américain et en même temps il a des origines grecques. Vous le connaissez peut-être pour son livre Virgin Suicides, qui a été adapté par Sofia Coppola. Donc moi j'avais beaucoup aimé Virgin Suicides, le livre, le film aussi était bien. C'est un auteur en fait qui a écrit très peu de livres, très peu de romans, qui en écrit un quasiment tous les 10 ans. Et avant d'écrire Virgin Suicides, son premier roman je crois c'était celui-ci, c'était Middlesex. Voilà, il y a des aspects historiques, il y a des aspects contemporains, je crois qu'il y a une réflexion sur la transidentité si j'ai bien compris, et ça clairement ça m'intéresse beaucoup. Donc en plus je trouve que c'est une très jolie édition, c'est chez les éditions de l'Olivier. Voilà, donc je suis vraiment contente de l'avoir acquis, il me tentait depuis très très longtemps et on va bien voir ce que ça donne. Ensuite un autre livre américain, il s'agit ici du Temps de l'innocence d'Edith Wharton. Donc Edith Wharton c'est une autrice de la fin du 19e siècle et début 20e qui est souvent associée à Henry James, qui est de plus en plus découverte alors que pendant longtemps Henry James lui a un peu fait de l'ombre, c'était son grand ami. Elle a écrit plusieurs livres dont celui-ci qui est considéré comme un chef-d'œuvre.
J'en ai entendu beaucoup de bien, du temps de l'innocence, j'avais envie de l'acheter depuis très longtemps. Alors en fait j'ai beaucoup attendu avant de l'acheter parce que je cherchais une belle édition, voilà, avec une belle couverture, parce que pour moi c'est vachement important les belles couvertures. Et là, bon, je suis pas très fan de la couverture, je la trouve pas ouf. En même temps, c'est Garnier Flammarion, en général j'aime bien ce qu'ils font, je trouve qu'ils ont un appareil critique intéressant, si tant est qu'on prenne le temps de le lire, ce qui n'est pas toujours mon cas. Mais ça raconte l'histoire d'un homme qui est partagé dans la haute société new-yorkaise de la fin du 19e. Il est partagé entre deux femmes, sa fiancée May Wayland qui est un peu l'image de la pureté, et en même temps la comtesse Olenska qui est plutôt l'image d'une femme avec une réputation sulfureuse, etc. Et voilà, cette tentation de part et d'autre, ce déchirement de part et d'autre fait qu'il est... voilà, ça met le bazar dans sa vie. Donc j'en ai entendu énormément de bien et il me tarde de le lire. En plus c'est un petit livre contrairement à beaucoup d'autres de cette sélection. Donc ça fera probablement du bien d'arriver à le lire rapidement. Ensuite, ici, de la littérature japonaise avec un grand classique. Il s'agit du Pavillon d'or de Yukio Mishima. Donc là, vous voyez une belle couverture. Effectivement, j'aime les belles couvertures et je trouve que celle-ci est très belle. Et le Pavillon d'or, je sais pas très bien de quoi ça parle, mais c'est souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Mishima. Mishima qui était un auteur japonais qui est pas mal connu pour son suicide traditionnel, seppuku. Il était aussi contemporain de Kawabata. Et c'est un auteur qui est vraiment souvent cité quand on veut s'intéresser à la littérature japonaise, ce qui est mon cas. Donc je suis contente de l'avoir acquis, ça faisait longtemps que j'y pensais et je pense que je vais me le garder peut-être pour le printemps japonais que fait chaque année Nabolita. Et voilà, j'ai accumulé plusieurs livres de littérature japonaise récemment dans ce cadre-là, et on verra bien si elle le fait ou pas, sinon peut-être que je me ferai moi-même mon propre printemps japonais. Ensuite, le seul livre de cette sélection, ce qui est assez étonnant, qui soit de la littérature de l'imaginaire, donc il s'agit de Métro 2033 de Dmitri Glukovski. C'est le premier tome d'une trilogie, si j'ai bien compris. Pourquoi c'est étonnant? Alors vous avez peut-être remarqué si vous suivez mes vidéos, je présente souvent des littératures de l'imaginaire parce que j'aime beaucoup ça, que ça soit de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, etc. Voilà, j'en acquiers souvent. Il se trouve que cette année j'en ai pas beaucoup acquis, c'est aussi parce que j'en ai pas mal en attente dans mon étagère à lire. Et celui-ci me tentait depuis longtemps, il est souvent considéré comme un classique à lire, c'est un classique moderne puisqu'il est assez récent, je sais plus de quelle année il date. C'est du style post-apocalyptique et moi j'aime beaucoup le post-apocalyptique. En gros, l'humanité a plus ou moins été détruite et les seuls survivants se retrouvent à vivre tant bien que mal dans les bas-fonds, le métro de Moscou et voilà, il y a des enjeux divers et variés dans la communauté restante. Voilà, franchement ça a l'air chouette. Je trouve ça intéressant aussi de lire un auteur russe, donc ça c'est bien parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire de la science-fiction, en tout cas des littératures de l'imaginaire d'auteurs qui soient autres que soit français, soit anglo-saxons, puisque c'est les anglo-saxons qui tiennent le haut du pavé en termes de vente. Et là, voilà, je trouve ça bien de découvrir un autre auteur venu de Russie. Et enfin, le dernier de cette sélection, donc c'est comme Anne Radcliffe, en fait je l'ai déjà lu, il s'agit du Moulin sur la Flosse de George Eliot. George Eliot, c'est une autrice anglaise du 19e siècle qui a écrit plusieurs livres considérés comme des chefs-d'œuvre. Celui-ci, Le Moulin sur la Flosse, également Middlemarch, également Silas Marner, etc. Elle écrit une trentaine d'années à peu près après Jane Austen. Elle écrit des histoires qui se déroulent dans la campagne anglaise. Et je vais pas vous donner mon avis ici, parce que je pense en parler soit dans la prochaine vidéo, soit dans une autre prochainement. Mais j'avais envie de découvrir cette autrice anglaise
et je suis contente d'avoir pu en acquérir un, peut-être que j'en lirai d'autres, on va voir. C'est bien les livres qu'on a envie de lire depuis longtemps, mais c'est intéressant aussi de sortir de sa zone de confort en acquérant des livres que finalement on n'avait pas prémédités, des livres qui sont mis sur notre chemin par le destin, je dirais. Donc dans cette catégorie, je vous présente tout d'abord La fille de la supérette de Sayaka Murata. Il s'agit ici d'un roman que j'ai eu par le biais de la Cube, ou la Cube, je sais pas très bien comment on dit. C'est un système d'abonnement qui permet en fait de recevoir tous les mois des livres choisis par des libraires. Donc moi je ne suis pas abonnée à ce système, mais on m'a offert un coffret à mon anniversaire qui faisait que j'avais droit à un livre que j'ai choisi par le biais d'un questionnaire. Je n'ai pas encore lu ce livre, donc je peux pas vous faire de retour sur l'un et l'autre procédé. Voilà, je trouve que j'avais demandé de la littérature japonaise, puisque comme je vous l'ai expliqué, j'aimerais lire un petit peu plus de littérature asiatique et notamment japonaise. L'avantage c'est que c'est un tout petit livre, j'en avais déjà entendu parler par ailleurs, on verra bien ce que c'est, plusieurs personnes m'ont dit que c'était très sympa, donc on verra bien ce que ça donne. Un autre roman japonais, ici Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito, chez les éditions Piquet, édition que j'aime bien. Ici je crois qu'il s'agit d'un restaurant ouvert pour les personnes qui ont des peines d'amour, donc si j'ai bien compris ça mêle voilà, chagrin d'amour, nourriture, donc à mon avis ça va être plutôt léger et attendrissant. On verra bien ce que ça donne. J'ai également entendu dire que c'était une autrice qui avait une façon un peu particulière de terminer ses livres. Donc bon, comme c'est la première fois que je la lis, je ne sais pas. Mais plusieurs personnes dans mon entourage ont vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc j'ai hâte de la commencer. En plus, c'est pas très très long, donc je pense que ça va être très bien. Et j'aime bien cette maison d'édition qui publie surtout des livres d'Extrême-Orient, particulièrement Japon, Chine, mais également d'autres en Inde, etc. Ensuite, je vous ai parlé dans une vidéo, dans ma première vidéo sur les arbres, des difficultés que j'avais eues dans mon enfance avec Jack London, mais le fait d'avoir relu L'Appel de la forêt m'a permis cette année de me réconcilier avec lui, donc je n'ai pas perdu de temps, j'ai récupéré dans une braderie Romans maritimes et exotiques de Jack London. Dans ce tome, on trouve Le loup des mers, Histoire des îles, L'île des lépreux, Jerry chien des îles, Conte des mers du sud, Fils du soleil, Histoire de la mer, Les mutinés de l'Elseneur. Donc ici c'est une anthologie. Je pense que ça va être vraiment bien puisque j'aime bien la littérature d'aventure. Je me suis réconciliée avec Jack London. Et en tout cas, il me tarde de découvrir ce qu'il a pu faire d'autre que L'Appel de la forêt, y compris sur des titres peut-être un petit peu moins connus. Donc c'est quand même assez important, c'est 1000 pages, mais l'avantage c'est que je vais peut-être pas tout lire à la suite pour peut-être pas non plus me dégoûter immédiatement de Jack London. Je vais essayer de le lire petit à petit. Ensuite, un roman historique anglo-saxon, je crois. Il s'agit des Graciés de Kieran Millwood Hargrave. C'est un roman contemporain. Il est question en fait en Norvège au XVIIe siècle d'une île de pêcheurs où en l'espace d'une nuit tous les hommes meurent noyés et les femmes se retrouvent à devoir survivre. Elle voit arriver un nouveau pasteur qui entend appliquer le tout nouveau décret sur la sorcellerie de manière particulièrement zélée voire fanatique. Donc je pense que ça va pas être très très fun comme lecture, je pense que ça va être... il va être question de sorcellerie, il va être question de sexisme, de patriarcat. En tout cas, ça a l'air vraiment bien. Ça me fait un petit peu penser à un autre livre que j'ai lu qui s'appelle Les Simples de Yannick Granet qui m'avait beaucoup plu il y a quelques années. Et un autre dont j'ai oublié le nom qui est basé sur un fait
un fait divers réel ayant eu lieu au 19e siècle. J'essaierai de vous remettre le titre. Donc je trouve ça intéressant. Ça avait été conseillé par une lectrice à la bibliothèque. Ça fait 450 pages, 440 pages. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Ça a l'air bien, même si ça n'a pas l'air d'être un sujet très fun. Mais en tout cas, tous les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, un livre que j'ai acquis cette année, mais que je peux pas vous montrer en vrai parce que je l'ai prêté à quelqu'un de ma famille qui va me le rendre rapidement, j'espère. Il s'agit de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. J'espère que je dis bien son nom. Donc c'est une autrice nigériane qui vit aux États-Unis et elle a eu pas mal de succès en France avec son livre Americana qui montre le point de vue de ces personnes ici nigérianes qui en fait vivent aux États-Unis où elles sont considérées comme étant en fait nigérianes, pas vraiment américaines. Donc quand elles arrivent au Nigeria, en fait elles sont considérées comme américaines. Donc je crois que le titre Americana, c'est comme ça qu'on appelle... je crois que c'est le surnom qui est donné au Nigeria à ces personnes un peu entre deux. J'en avais entendu parler, j'avais entendu dire beaucoup de bien et j'étais contente de l'acquérir un peu par hasard dans une boîte à livres. Ensuite, un auteur égyptien, donc il s'agit de Ala El Aswani qui ici a fait l'immeuble Yacoubian. C'est un livre qui parle en fait d'un immeuble dans les années 30 et de tous les personnages, tous les habitants de cet immeuble. Ça me fait un peu penser, dit comme ça, à La vie mode d'emploi de Georges Perec que j'avais adoré. Et ici, en fait, j'avais lu 30 ou 40 pages parce que j'avais mis la main dessus par hasard dans un gîte et j'avais vraiment adoré. Et comme je ne pouvais pas emporter l'exemplaire du gîte, finalement, je me l'étais racheté en me disant c'est bien, t'as jamais lu de littérature égyptienne, tu lis pas beaucoup de littérature africaine en général. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir un auteur qui est vraiment connu pour ce livre-là et considéré comme un classique si j'ai bien compris. Le prochain livre dont je vais vous parler, je ne l'ai toujours pas entre les mains puisqu'il s'agit de La femme gelée d'Annie Ernaux que j'ai prêté à quelqu'un de ma famille. Je voulais depuis longtemps lire Annie Ernaux, bien avant même qu'elle ait le Nobel de littérature, parce que c'est quand même une autrice française contemporaine fondamentale. Je ne l'ai jamais lue, j'ai envie de découvrir ce qu'elle fait. En général, l'autofiction, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est une littérature vers laquelle je ne vais pas. Mais comme il s'agit d'Annie Ernaux, j'avais envie de découvrir. J'ai récupéré gratuitement dans une boîte à lire cet exemplaire. Dès que on me l'aura rendu, j'essaierai de le lire, d'autant plus qu'il est tout petit et que j'en ai entendu dire beaucoup de bien de celui-ci. Ensuite, le dernier livre de cette catégorie, en fait c'est un petit fail de ma part puisque je l'ai récupéré heureusement gratuitement. Il s'agit de La princesse au petit pois, illustré par Edmond Dulac. Donc j'étais très contente, c'est une histoire que j'aime bien, j'aime beaucoup les contes d'Andersen, j'adore cet illustrateur Edmond Dulac qui est, si je me rappelle bien, un illustrateur toulousain qui a fait toute sa carrière en Angleterre au début du XXe siècle je crois. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce sont de très belles illustrations et j'étais très contente en fait de l'avoir récupéré. Jusqu'à ce que, en fait, en revenant chez moi, je retombe sur ce livre-là que je n'ai pas lu bien sûr et que j'ai acheté il y a quelques années. Il s'agit des contes d'Andersen illustrés par Edmond Dulac. Voilà, donc c'est un petit peu l'échec. J'ai ce livre en quasiment 2 exemplaires puisque évidemment là-dedans il me semble, La princesse au petit pois. Donc voilà, j'ai les deux. C'est pas très grave, c'est même plutôt marrant. Heureusement, je ne l'ai pas payé celui-ci, je l'ai récupéré. La version en fait des contes d'Andersen, elle est éditée chez BNF Éditions, donc il fait toujours des beaux livres. J'essaierai de vous mettre un peu la présentation. Je ne l'ai pas encore lu. Il se trouve que j'ai aussi en version de poche les contes d'Andersen, cette fois-ci non illustrés. Donc peut-être qu'un jour je ferai, je sais pas, une vidéo sur mon marathon Andersen. Je lis en 3 exemplaires les mêmes contes. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais c'est marrant aussi des fois de se rendre compte que malgré toute l'attention qu'on peut avoir, on achète parfois un peu les mêmes livres.
Je vous ai présenté jusqu'ici des livres que j'avais soit achetés, soit que j'avais acquis par moi-même, mais après tout, c'est bien l'achat, mais est-ce que parfois l'achat, ça n'est pas aussi une manière de, je sais pas moi, de combler un vide existentiel en sortant sa carte bleue et en se retrouvant avec beaucoup de choses que finalement on n'a pas le temps de lire, voire peut-être qu'on ne lira jamais. Est-ce que justement lutter contre ça, ça n'est pas aussi une manière de s'élever contre une société capitaliste qui nous fait croire que la propriété et la possession c'est l'alpha et l'oméga de notre vie? Peut-être, donc voilà, moi ce que je fais aussi c'est que je les emprunte à la bibliothèque, on me les offre ou on me les prête, donc je vous présente ici, dans cette catégorie, des livres qui ne resteront peut-être pas dans ma bibliothèque à l'issue de la lecture. Là, je vous présente une série de livres que, en fait, qu'on m'a prêté à ma demande, donc il s'agit de la série Blackwater dont on a beaucoup parlé cette année. Comme vous pouvez le voir, c'est une série avec de très très belles couvertures. Ici, je ne vous présente que les 4 derniers tomes parce que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes récemment et j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai récupéré les tomes suivants. Alors Blackwater, c'est une série de livres qui se lit très très rapidement, qui a un peu défrayé la chronique en France en 2022 parce que ça a été publié juste avant l'été par les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, donc une maison d'édition qui a une politique de publication qui est assez intéressante, qui voilà, publie peu de livres mais met vraiment le paquet marketing dessus. Et là, visiblement c'était réussi parce que ça a été la série de l'été. Je vous reparlerai des 2 premiers tomes peut-être dans la prochaine vidéo, je vais voir. Mais voilà, en tout cas il y a eu un gros coup marketing visiblement réussi pour cette maison d'édition, tant mieux pour eux, c'est une maison d'édition indépendante. Et ils ont publié ce livre qui avait été publié dans les années 80 aux États-Unis, puisque l'auteur Michael McDowell est décédé il y a déjà pas mal de temps. Ensuite, un autre livre que on m'a prêté à ma demande, il s'agit de L'autre George de Mona Ozouf. C'est un livre sur la vie et l'œuvre de George Eliot dont je vous ai parlé précédemment. Je l'avais offert en fait à ma grand-mère il y a quelques années et j'avais envie de le lire ayant lu une œuvre de George Eliot, donc j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur cette autrice et je lui ai demandé de me prêter cet essai qui je crois se lit très facilement parce que j'ai dans l'idée de faire une vidéo un jour sur George Eliot et d'autres autrices anglaises du 19e siècle, donc voilà, je voulais me renseigner un petit peu plus. Ensuite, mes 2 emprunts récents à la bibliothèque, il y en a eu d'autres mais que j'ai rendus depuis. Donc c'est Richard Powers Sidération, c'est la suite de L'Arbre Monde dont j'ai parlé dans une vidéo et dont je reparlerai probablement dans une vidéo bilan 2022 parce que voilà, ça a été une lecture extraordinaire, bouleversante, incroyable. Et ici c'est la suite, c'est pas la suite de l'histoire puisque l'histoire de l'Arbre Monde s'est arrêtée à la fin du livre. Là c'est d'autres personnages mais je crois qu'il y a une continuité de réflexion, donc j'avais vraiment très envie de le lire. Après Richard Powers, moi c'est un auteur qui me bouleverse à chaque fois et voilà, j'enchaîne pas tous les Richard Powers les uns après les autres parce que c'est quand même un peu prenant. Ensuite, complètement différent, il s'agit du Decameron de Boccace, j'espère que je dis bien son nom, c'est un auteur italien du Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que je l'ai emprunté? En plus c'est un gros pavé, c'est un recueil de nouvelles puisqu'il y a 100 nouvelles à l'intérieur. Ça a inspiré énormément de monde, Marguerite de Navarre avec l'Heptaméron, les contes de Canterbury de Chaucer, la Cité des Dames de Christine de Pisan, etc. En fait, je l'ai emprunté parce que j'aimerais bien, dans les prochains mois, faire une vidéo sur la littérature du Moyen-Âge qui gagne à être connue. Et comme c'est un grand classique de cette époque, je me suis dit, tu peux pas parler de littérature du Moyen-Âge sans parler du Decameron. Donc je l'ai emprunté, j'espère que ça va me plaire. Et je vous en dirai plus quand je me serai décidée à faire cette vidéo. Alors je suis allée récemment au Maroc rendre visite à de la famille et dans ce cadre on m'a prêté un roman écrit par une franco-marocaine, La poule et son cumin de Zineb Mekouar. Si j'ai bien compris, ça raconte l'histoire de 2 femmes, une femme qui est plutôt de la classe aisée marocaine et
l'histoire de la fille de sa nourrice, donc qui est plutôt d'une classe sociale populaire. Et ça montre un peu les deux destins de femmes dans cette société marocaine, dont j'ai pu voir que c'était une société très intéressante, mais également très complexe. Et on m'a largement conseillé ce livre, donc on m'a prêté. Franchement, ça a l'air vraiment bien. C'est vraiment le genre de thème qui m'intéresse, la place de la femme dans les sociétés. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et il faut que je le lise rapidement parce que je ne vais pas très souvent au Maroc voir la personne qui me l'a prêté et il faut que je lui rende prochainement. Ensuite, on m'a également prêté Et après de Guillaume Musso. Alors, Guillaume Musso, c'est un auteur contemporain qui a beaucoup de succès. C'est un auteur que jusqu'ici je n'ai jamais lu et que en toute honnêteté je n'avais pas l'intention de lire. C'est peut-être très snob, j'en suis désolée. Je tiens à dire que je ne stigmatise absolument pas les gens qui le lisent et les gens qui apprécient Guillaume Musso, parce qu'après tout chacun ses goûts. Il se trouve que voilà, moi de ce que j'en ai entendu dire, c'est pas ce que je recherche en littérature. Mais quand j'en ai parlé à quelqu'un de ma famille, j'ai dit que je ne lisais pas Guillaume Musso, on m'a dit mais c'est pas possible, il faut au moins que t'en lises un. Bon, j'ai essayé de dire non et au bout d'un moment ça devenait un peu trop critique. On m'a quand même mis ça entre les mains. On va voir ce que ça donne. J'ai quand même entendu dire que c'était très prenant, donc à mon avis ça se lira vite. Peut-être que je trouverai ça finalement sympa, et peut-être que je n'aimerais pas du tout, et donc dans ces cas-là je pourrais dire oui j'ai lu Guillaume Musso et je n'aime pas. Ensuite, deux livres qu'on m'a offerts à mon anniversaire. Le premier s'appelle Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Donc c'est un essai qui parle de effectivement du système de greenwashing qui fait que on nous fait croire à un verdissement de certaines actions, notamment les entreprises, et alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse. Après, j'espère que ça se lit bien, mais je trouve ça intéressant aussi de sortir un peu de sa zone de confort, de pas lire que des romans. J'essaie de lire des essais, j'en lis pas énormément. Et là c'est sur un sujet de société et voilà, donc je pense que ça va être bien parce que je suis passionnée par tous les sujets d'écologie. Et dans la même veine, c'est d'ailleurs la même personne qui me l'a offert, on m'a offert la BD qui a eu énormément de succès cette année, c'est Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et le dessinateur s'appelle Blin, je sais plus quel est son prénom. D'ailleurs l'illustrateur c'est celui qui avait fait Quai d'Orsay il y a quelques années, une BD que j'avais bien aimée qui parle du ministère des Affaires étrangères à l'époque Dominique de Villepin. Jean-Marc Jancovici, je crois que c'est un député écologiste qui a pignon sur rue avec The Shift Project, etc. Et j'ai entendu dire énormément de bien de cette bande dessinée. Je crois aussi que le discours de Jancovici un peu, un petit peu critiqué aussi parce que je crois que c'est un partisan du nucléaire, ce qui est questionnable en écologie. Mais en tout cas, j'ai entendu dire que c'était vraiment très intéressant pour penser notre rapport à l'écologie, notre rapport à la nature et à croire que les ressources naturelles sont inépuisables, alors qu'on voit évidemment le contraire depuis longtemps. Donc je suis contente de lire celui-ci, je suis contente qu'on me l'ait offert, j'avais envie de le lire depuis longtemps. J'aime bien lire des bandes dessinées, j'ai des périodes où j'en lis beaucoup et d'autres où j'en lis très peu. Et là actuellement ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et il me tarde vraiment de voir ce que ça donne. Voilà, je vous ai présenté dans cette vidéo 4 bonnes raisons d'acquérir ou d'acheter des livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.